Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 février en ouverture du journal du jour. Nous n'allons pas parler d'une news particulièrement sympathique, très loin de là, on va parler du désastre lillois. Les mots sont durs, mais même ceux de Bruno Genesio sont durs. Ça a été un match raté de A à Z et on va revenir là-dessus. On parlera de la situation de Marcus Rashford, de celle de Zegrova, des matchs en Ligue des Champions pour nos Français et c'est assez intéressant parce que ça bouge un peu et c'est une belle occasion pour prendre de la hauteur. Et enfin, on fera un point Cristila Cordula. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de maillot et il y a le leak de celui de l'équipe de France, donc je vais vous donner mon avis là-dessus et je vous préviens, il est très tranché. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Un LOSC complètement apathique, sans aucune envie, sans aucune intensité. D'ailleurs, Bruno Genesio lui-même le dit, il a trouvé le comportement de son équipe absolument inacceptable et dans le même temps, il admet s'être planté tactiquement, notamment en première mi-temps. Mais de toute façon, cette défaite à la maison 0-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, elle est absolument inexcusable de la part des Lillois. Et on peut même se demander si c'est pas la défaite de trop pour Bruno Genesio. Voici les compos qui étaient alignés et mention spéciale aux 4 offensifs, tous plus nuls les uns que les autres, peu de ballons touchés, quasiment pas de différence faite balle au pied, donc forcément quasiment aucune vraie occasion qui a été créée. C'est simple, ça a tellement été stérile que toute notion de contraception n'est pas nécessaire avec ce LOSC. Que dire de l'intensité également? La première mi-temps a été le signe d'un LOSC qui était complètement à côté de ses pompes. En matière de duel, l'Étoile Rouge a vraiment eu le dessus. Ça s'est un petit peu amélioré par la suite, mais on peut interroger aussi certains choix tactiques de la part de Bruno Genesio. Boadi, sur le côté, fait pas un mauvais match, mais je pense qu'il aurait été plus utile au milieu de terrain. Et j'aime pas forcément parler d'attitude pour débriefer des matchs de foot, parce que t'as vraiment le côté pilier de barre, analyse de PMU qui dit ils doivent se bouger les joueurs et ça va pas très loin, mais là c'est vraiment de l'intensité qui a manqué et t'as l'impression qu'en fait Bruno Genesio il a plus les moyens de mobiliser son groupe et que c'est une équipe qui est complètement à côté de ses pompes. Ici franchement tu étais immense favori face à une équipe qui a 10 milliards de fois moins de budget que toi et on se cache souvent derrière le budget en France pour expliquer des contre-performances, mais là tu t'es fait massacrer alors que tu aurais vraiment dû faire une meilleure prestation. Et le pire, c'est que l'Étoile Rouge, c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère, mais chez eux, quand tu les reçois chez toi, t'es quand même censé réussir à faire quelque chose. Bon, les stats de la rencontre vous confirment le massacre. Différence majeure entre les buts attendus, entre les grosses occasions. La qualité de tir était évidemment pas du tout la même. Il n'y a plus qu'à espérer que le LOSC va redresser la barre lors du match retour. Mais franchement, lors de ce match aller, c'est simple. Tu prends une poubelle et t'y fous absolument tout. Manchester United serait absolument dégoûté d'avoir mis une option d'achat de seulement 30 millions d'euros pour le Barça et Marcus Rashford. Ils estiment que sa valeur est plutôt autour de 57 millions d'euros. Alors ça peut sembler être une news hyper précise sur le montant, mais c'est en réalité parce que ça vient de la presse anglaise et que c'est grosso modo 50 millions de livres que vaudrait Rashford selon Manchester United. Alors la source c'est le Daily Star et je vais pas vous mentir, c'est pas la source que je juge extrêmement crédible, très loin de là, c'est une usine à conneries. Mais je trouve quand même la question de la valorisation de Rashford assez intéressante et je pense que ça mérite qu'on s'y penche parce que si on a ce son de cloche du côté de l'Angleterre, on entendait du côté de l'Espagne l'inverse, à savoir que non pas Manchester United voulait le céder pour moins, mais le Barça espérait renégocier cette option d'achat à la baisse parce qu'on connaît leurs difficultés financières. Alors déjà, qu'est-ce qu'en dit Transfermarkt, le site de référence sur la valorisation de Marcus Rashford? Eh bien on coupe la poire en deux, il est estimé à 40 millions d'euros. Le fait qui est surtout intéressant, c'est que sa valeur marchande n'aurait pas évolué depuis qu'il est au Barça. Il a joué là-bas 34 matchs, 10 buts, 13 passes décisives, il a trouvé sa place. Je nuancerais quand même en disant qu'il y a beaucoup de déchets dans le jeu et que la réalité, elle est peut-être pas aussi idyllique que ce que peut laisser penser le nombre de buts et le nombre de passes décisives. Alors Marcus Rashford, pour moi, 30 millions d'euros, c'est justement le juste prix pour un joueur qui a encore du potentiel, qui est encore loin d'être vieux, mais qui n'est plus le crack en devenir qu'on pouvait décrire à une époque. En tout cas, je suis curieux de voir son avenir parce que je le vois très mal revenir du côté de Manchester United, même si Ruben Amorim, c'était un gros sujet. Il n'est plus au club, mais ça règle pas pour autant la question de son salaire qui était un peu gros aux yeux de Manchester United. Affaire à suivre, mais rien ne va être simple dans la conclusion de cette affaire, c'est désormais sûr et certain.
Voilà une news qui va faire plaisir aux Lillois, Zegrova est en train de devenir indésirable du côté de la Juve. Bah oui, lui qui disait sans cesse à Lille qu'il rêvait d'un grand club, il a eu ce grand club, ou tout du moins un club qui est plus grand que le LOSC, sauf qu'il n'arrive pas à s'y imposer, il est devenu totalement dispensable. Il faut dire que l'ambiance n'est pas à la fête du côté de l'Italie, tu as eu une grosse contre-performance face à Galatasaray, et du coup, tu as Tuttosport qui en profite pour faire un gros point sur l'effectif de la Juventus, et on annonce même que la direction a envie de faire une véritable remise à plat parce qu'il y a Spalletti qui exige des recrues et quand tu veux des recrues, faut faire rentrer de l'argent et le meilleur moyen c'est de vendre les joueurs qui donnent pas satisfaction. C'est justement le cas de Zegrova qui a été recruté cet été pour 20 millions d'euros avec bonus, 15 millions d'euros si on enlève les bonus et je pense pas que les bonus vont être activés parce que le joueur a très peu joué avec la Juve à un point que ça en devient dramatique. Il a seulement eu, tenez-vous bien, 374 minutes de jeu. Il réussit l'exploit d'avoir été titularisé qu'une seule fois et encore, il n'a pas du tout fait un match plein. Et en Serie A, il n'a jamais été dans le 11 de départ. Bref, il est venu donner un avis sur la qualité des fauteuils, sur la qualité du banc, sur la qualité de la banquette. Mais alors en matière de football, il n'y a rien. Et pour autant, Zegrova, c'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui a certes eu de très grandes ambitions et exprimé peut-être un peu trop souvent du côté de Lille, mais le talent il l'a, il est certes irrégulier, mais c'est pas un joueur qui est acheté. Vu son âge, vu sa valorisation, je me dis qu'il y a un beau rebond à venir, mais une chose est sûre, c'est pas du côté de la Juve, ça semble désormais être très clair. Griezmann est désormais le deuxième Français à avoir disputé le plus de matchs de Ligue des Champions, mais qui sont les autres? Alors c'est le journal L'Équipe qui nous fait une petite news pour nous dire qu'il a désormais passé le cap de Thierry Henry, et j'ai été sur un autre site pour avoir le classement complet, le voici. Alors à noter, truc marrant, qu'il y a quelques décalages entre les stats de Griezmann donnés par le journal L'Équipe et les stats du tableau qui viennent de Chronique des Bleus, mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur, et le premier truc qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a les Français et il y a le Français Karim Benzema qui est sur un autre monde. Il a disputé un nombre hallucinant de matchs de Ligue des Champions, c'est également le meilleur buteur français dans la compétition. Ça nous rappelle à quel point Benzema est un monstre parce que finalement c'est un mec qui a percé extrêmement tôt du côté de l'Olympique Lyonnais, qui a tout de suite été performant. Derrière, faire toute sa carrière au Real Madrid, ça a évidemment amené beaucoup de matchs en Ligue des Champions, d'autant plus que c'est une période où le Real Madrid a souvent raflé le trophée final et où du coup Benzema a eu l'occasion de jouer beaucoup de matchs. Il y a Griezmann qui est bien derrière et qui ne le rattrapera jamais, et finalement en joueur contemporain il y a quand même Kylian Mbappé qui ressort de manière assez distinguée, de manière assez impressionnante. Il est déjà proche du top 5 alors qu'il a tout juste 27 ans, il joue au Real Madrid donc on peut s'attendre à 12 matchs par saison en moyenne, cette saison a déjà été débutée, il lui reste sûrement 5 ou 6 ans au haut niveau, donc on peut dire qu'il va être à environ 170 matchs de Ligue des Champions à la fin de sa carrière. Il réussira donc l'exploit de dépasser Karim Benzema si tout se passe bien, parce qu'évidemment il faut pour ça que la suite de sa carrière soit brillante. Mais ce qui me frappe dans ce classement, c'est l'absence d'autres Français contemporains, parce qu'on a beaucoup de joueurs historiques, mais des Français qui jouent actuellement, on va avoir Benzema n'étant plus en Ligue des Champions, Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé tout au fond de ce top 20, mais sinon on n'a personne. Alors faut espérer au cours des prochaines années qu'on va avoir du Olysée, du Tchouaméni, du Barcola, du Koundé qui vont éventuellement accumuler des matchs dans la compétition, mais ça nous montre que mine de rien, il y a de l'historique chez les Français et qu'aujourd'hui, la relève, il va falloir la prendre, il va falloir se réveiller pour ça. Voici le futur maillot de l'équipe de France et il me fait penser à Cabaye, il me fait penser à Debuchy, il me fait penser à Koscielny, bref, une époque qui est désormais révolue pour les Bleus, et sans vouloir être méchant pour ces joueurs, j'ai envie de dire heureusement, parce que personnellement c'est pas mes meilleurs souvenirs de l'équipe de France. Alors est-ce que vous trouvez ce maillot formidable ou détestable, banger ou horreur comme j'ai l'habitude de le dire? Alors ce qui me fait penser au côté Debuchy et toute cette époque, c'est la ressemblance au niveau du col avec le maillot de l'équipe de France 2014, mais je dois vous avouer que la ressemblance est relativement limitée. Sur le reste, on a un motif de siège de RER qui se veut moderne mais sur lequel j'accroche pas du tout, le rouge qui est seulement présent sur l'intérieur du col, je trouve que ça dénote de ouf, et le blanc seulement sur le col, ma foi, pourquoi pas. Mais
Pourquoi faire un short 100% bleu uni? Alors déjà, on a compris l'idée, on oublie le bleu, blanc, rouge des maillots de l'équipe de France, on oublie la tradition, on part sur un truc qui se veut un petit peu plus audacieux et moderne. Mais là, le short est très très sobre à côté du maillot, je trouve que ça dénote. Et finalement, je trouve ça assez laid, je dois être honnête. Je trouve qu'il n'y a pas de sobriété classe. Je trouve que dans ce qui a été essayé en termes de modernité audacieuse, bah, ça fait penser à un vieux motif de siège de bus. Donc franchement, je suis pas fan. Le rose goldé sur le blason de l'équipe de France, c'est pas une grande réussite. Bref, pour le moment, je suis très sceptique. Alors, je rappelle toujours un truc, c'est que les maillots, parfois, ils renvoient pas du tout la même impression quand ils sont portés au réel en match. Donc, on verra ce que ça donnera au-delà de la fuite du média spécialisé Footy Headlines. Et on verra également ce que ça donne avec les chaussettes, parce que parfois, ça peut changer 2-3 trucs. Bref, moi, je suis pas fan. J'attends votre retour. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi il n'y aura pas de vidéo, donc je vous donne rendez-vous lundi pour le journal et lundi à 17h pour une analyse évidemment. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique, kiffez bien, salut.